Salut à tous, bienvenue sur l'expédition interdite. Aujourd'hui, on va plonger dans une histoire légendaire qui a marqué le monde des arts martiaux et du cinéma, celle de Bruce Lee et Bolo Yeung, deux icônes inoubliables. Bruce Lee, surnommé le Petit Phénix, est considéré comme le père des arts martiaux modernes, un homme dont la vitesse et le charisme ont révolutionné le genre. Bolo Yeung, avec sa carrure massive et son regard intimidant, a incarné des méchants mémorables qui ont terrifié les spectateurs. Leur rencontre sur le tournage d'Opération Dragon a forgé une amitié unique, mais aussi une collaboration qui a changé le cinéma d'action pour toujours. Récemment, Bolo, qui évite habituellement les médias, a brisé le silence dans une interview rare, révélant des détails fascinants sur son ami Bruce Lee. Quelle est cette vérité choquante qu'il a partagée? Dans cette vidéo, on va explorer leur parcours, leurs liens et les secrets qu'ils partageaient. Si vous êtes fan de films d'arts martiaux, d'histoires inspirantes, ou si vous voulez en savoir plus sur ces légendes, restez jusqu'à la fin, car ça va être épique. Laissez un pouce bleu, abonnez-vous, et activez la cloche pour ne rien manquer. C'est parti pour un voyage dans l'univers de Bruce et Bolo. La jeunesse et les origines de Bolo Yeung. Bolo Yeung, de son vrai nom Yang Eze, vient au monde en 1946 à Guangzhou, en Chine, une ville alors marquée par les secousses de l'histoire et les prémices du bouleversement politique du pays. Son enfance est loin d'être dorée. Bolo est issu d'un foyer modeste, dans une société où les hiérarchies sont rigides, où l'espoir doit être forgé au prix de sacrifices et de ténacité. Dès ses premières années, le jeune garçon doit composer avec la précarité. Les privations sont fréquentes, la nécessité de travailler jeune est présente, et chaque réussite passe par l'effort individuel. Si pour nombre de ses contemporains la vie quotidienne rime surtout avec survie, Bolo, lui, cherche très vite un exutoire à la tension permanente. Il trouve dans la pratique du kung-fu un point d'ancrage. Dès l'âge de 10 ans, il se passionne pour l'apprentissage des arts martiaux. La rue devient, pour Bolo, la première salle d'entraînement. Les combats y sont réels, les risques nombreux, mais la promesse de développer une force intérieure prend le pas sur la peur. Contrairement à l'image parfois caricaturale du « bad guy » du cinéma hollywoodien, Bolo est animé par un désir profond de transformation personnelle. Aux côtés de maîtres locaux, il découvre que le kung-fu n'est pas seulement un outil d'autodéfense, mais aussi une école de vie, qui forge l'esprit, le caractère et enseigne la patience, la discipline, la persévérance. Les années 1950 sont pour la Chine une période d'agitation extrême. Bolo assiste à l'émergence d'un nouveau régime, à la dictature de l'insécurité, à la remise en question de la tradition. Son adolescence est marquée par ces bouleversements et par l'instinct de protection envers sa famille. Plus le contexte social est dur, plus le jeune garçon comprend que la force du mental et du corps peut ouvrir la voie vers une vie meilleure. En parallèle, Bolo nourrit une passion grandissante pour la musculation. Dans une société où la maigreur est souvent valorisée, il refuse de courber l'échine. Peu à peu, il bâtit un physique hors norme, bien au-delà des standards chinoises de l'époque. Sa motivation profonde n'est pas celle d'impressionner, mais de se prémunir de la violence, de la faim, et de mettre toutes les chances de son côté pour saisir un jour une opportunité d'émancipation. L'accès à l'équipement sportif étant limité, ses premiers haltères sont artisanales, de simples pierres fixées à des bâtons de bois. Il s'entraîne dans les parcs, s'impose une rigueur millimétrée, avide de progresser, d'acquérir d'année en année ce qui lui fait défaut. La puissance, l'endurance, le respect. Cette foi inébranlable dans le travail et le dépassement de soi sera sa marque de fabrique durant toute sa carrière. Au tournant des années 1960, la Chine plonge dans des bouleversements majeurs. Pour Bolo Yeung, deux options s'offrent à lui, subir ou s'exiler. Porté par le rêve d'une vie meilleure, il prend la décision la plus audacieuse de son existence, quitter clandestinement la Chine populaire pour rejoindre Hong Kong, territoire alors sous domination britannique. L'épopée est périlleuse. Accompagné d'autres jeunes sans ressources, il traverse des eaux dangereuses, bravant la police et la nature hostile pour atteindre la ville refuge. Hong Kong est pour lui une révélation. Bouillonnante, libre, dynamique, cosmopolite, la cité lui offre enfin une chance de valoriser ses talents. Très vite, Bolo retrouve le chemin de l'entraînement, musculation intensive, perfectionnement martial, routine stricte du matin à la nuit. Ici, il ne tarde pas à se faire remarquer. Son physique athlétique, rare pour l'époque, lui ouvre les portes de la compétition de culturisme. Il décroche le titre de Mister Hong Kong à plusieurs reprises, devenant une référence locale du bodybuilding. Mais Bolo ne se contente pas de cet accomplissement. Sa discipline et sa modestie frappent ceux qui le croisent.
Il répète à qui veut l'entendre que la force du corps n'a de sens que si elle s'accompagne d'une quête intérieure, celle de la paix, de l'équilibre voire d'une forme de spiritualité. Parallèlement à la musculation, il s'initie au tai chi chuan, cherchant à fusionner la puissance brute et la douceur, la vitesse et la lenteur, la tension et la détente. Cette approche globale, mêlant force et sagesse, balisera tous ses choix à venir. Fort de cette popularité nouvelle, Bolo commence à attirer l'attention du milieu du cinéma. Hong Kong, en plein essor, devient alors le centre du film d'action asiatique, avec des studios comme la Shaw Brothers ou Golden Harvest qui cherchent sans relâche de nouveaux visages et de nouveaux corps puissants pour alimenter la mode grandissante des films de kung-fu destinés à une génération en quête de héros. Bolo participe d'abord à quelques auditions, décroche des rôles secondaires, mais très vite, il impose sa marque, un mélange singulier de discrétion et d'intensité, de menaces sourdes et de prestance rares. Il sera plus tard surnommé « The Beast from the East », la bête de l'Est, par les fans occidentaux. Le cinéma devient alors pour lui une nouvelle arène. Du quartier populaire de Guangzhou aux plateaux éclairés de Hong Kong, de la privation aux lumières de la renommée, son parcours incarne un modèle de résilience, de courage et de transformation. Destiné à marquer son temps non seulement par sa musculature hors du commun mais aussi par sa discipline et ses valeurs, Bolo Yeung pose, sans le savoir, la première pierre d'une future amitié profonde avec un certain Bruce Lee. Enfance, influence et ascension de Bruce Lee. Bruce Lee, né Lee Jun-fan en 1940 à San Francisco, baigne très tôt dans une atmosphère à la fois cosmopolite et marquée par les traditions chinoises. Sa naissance sur le sol américain n'est pas le fruit du hasard mais la conséquence de la tournée artistique de ses parents. Son père, Li Huaxuan, est une figure des arts de la scène en Chine, acteur renommé d'opéra cantonais. Sa mère, Grace Oh, issue d'une famille aisée de Hong Kong, appartient à une lignée influente, mêlant sang chinois et origines eurasiennes. De cette double appartenance naissent des tensions, mais surtout une ouverture d'esprit rare pour l'époque. Dès ses premiers mois, Bruce sera tiraillé entre Occident et Orient, entre modernité et fidélité à la tradition. De retour à Hong Kong, la famille Lee doit composer avec l'après-guerre, les séquelles de l'occupation japonaise puis l'instabilité politique chronique. Bruce, enfant vif et passionné, se retrouve rapidement sur les plateaux de cinéma aux côtés de son père. Il tourne dans une dizaine de films dès l'âge de 6 ans, développe une aisance naturelle face à la caméra et prend goût à l'effervescence des coulisses. Mais Bruce Lee n'est pas destiné à devenir un enfant star formaté. C'est dans la rue, au contact de la jeunesse urbaine, qu'il se heurte à la dureté de la vie, bagarres entre bandes rivales, tensions raciales, nécessité de s'imposer pour ne pas devenir la cible des plus forts. Au sortir de l'enfance, Bruce multiplie les altercations, s'attirant une réputation de « trouble-fête » qui inquiète sa famille. Un jour, son père l'entraîne auprès d'un maître de Wing Chun réputé, le célèbre Ip Man. C'est une révélation. Le jeune Bruce découvre dans la pratique rigoureuse du kung-fu la discipline, la concentration et l'équilibre qui lui faisaient défaut. Ce qui le fascine par-dessus tout, la capacité du corps humain à repousser ses limites, à apprendre constamment, à dépasser la technique pour entrer dans le domaine du réflexe inné. Guidé par Ip Man, Bruce se lance dans des entraînements acharnés, affine son sens de l'observation, analyse chaque mouvement et interroge sans cesse ses enseignants. Il refuse d'en rester à une pratique figée. Pourquoi s'enfermer dans des techniques ancestrales si elles ne s'adaptent pas à la réalité du combat moderne? Cette démarche iconoclaste, qui mêle respect de la tradition et soif d'innovation, devient très tôt la signature de Bruce Lee et plus tard, le socle du Jeet Kune Do, sa propre philosophie martiale. Mais la Hong Kong des années 1950 n'est pas une terre d'apaisement. Face à la montée croissante des tensions et à de nouveaux problèmes judiciaires liés à ces bagarres, sa mère finit par l'envoyer seul aux États-Unis en 1959, alors qu'il n'a que 18 ans. Bruce débute une nouvelle vie à Seattle, à 1000 lieues du tumulte de Hong Kong. Déboussolé, sans ressources et presque inconnu, il doit tout recommencer. Il trouve un emploi de serveur puis de professeur de danse pour survivre. Mais Bruce Lee n'abandonne jamais. Il crée rapidement son premier club de kung-fu, où il enseigne à tous les publics, américains, afro-américains, asiatiques, femmes et hommes, riches ou pauvres. Son approche est radicale, chaque élève peut apprendre, s'il place le travail et l'humilité avant tout. Au fil de ses années d'études à l'université de Washington, Bruce dévore des ouvrages de philosophie, de psychologie, d'anatomie. Il puise autant dans la pensée occidentale que chez les penseurs chinois. Cette culture profonde irrigue ensuite toute sa pratique martiale et donne à chacun de ses mouvements un sens philosophique. Il faut être comme l'eau, adaptable à chaque forme mais irrésistiblement puissant.
Sa pratique devient holistique, méditation, musculation, alimentation rigoureuse, cardio, vitesse de réaction, analyse biomécanique du geste. Il note dans ses carnets d'innombrables idées, ajuste sa méthode jour après jour, et prépare sans le savoir la révolution à venir. Malgré la précarité, Bruce décroche ses premiers petits rôles à la télévision et au cinéma américain. Il incarne Kato dans la série The Green Hornet, impressionne sur les plateaux par ses capacités physiques et sa prestance irréelle. Pourtant, il se heurte encore aux préjugés raciaux, restant cantonné à des rôles secondaires ou stéréotypés. Son rêve, populariser les arts martiaux en Occident, initier le public à la vraie philosophie du combat, faire exploser les barrières de la couleur ou de la nationalité. C'est ce désir de rupture, d'universalité, allié à l'impasse hollywoodienne, qui le pousse, au début des années 70, à retourner à Hong Kong. À son arrivée, il découvre que ses anciens films, diffusés en Asie, ont fait de lui une star sans qu'il le sache. Les studios Shaw Brothers et surtout Golden Harvest s'arrachent cet acteur, dont la vitesse, la présence et la vision tranchent radicalement avec tous ses contemporains. À partir de 1971, Bruce Lee enchaîne les succès fracassants, Big Boss, puis La Fureur de vaincre, puis La Fureur du dragon. Son style explose, il mélange tous les arts martiaux, invente la chorégraphie cinéma moderne, s'inspire des films de samouraïs japonais, pousse à l'extrême la virtuosité physique et la métaphore philosophique. Il devient en quelques films une idole nationale, puis une icône mondiale, grâce à son charisme, à ses interviews percutantes, et à sa volonté de faire tomber les murs entre les peuples. Ce parcours fulgurant, fait d'obstacles surmontés, d'innovations et de combats pour la reconnaissance, prépare aussi, dans l'ombre, la rencontre de toute une vie, celle avec Bolo Yeung, son alter ego sur grand écran, mais surtout un compagnon d'arène et un ami profond. La rencontre entre Bolo Yeung et Bruce Lee. Le destin, parfois, semble orchestrer des moments de convergence qui marqueront à jamais l'histoire. Pour Bruce Lee et Bolo Yeung, cette rencontre se produit au cœur de la flamboyante Hong Kong des années 1970, alors que les deux hommes, chacun à leur façon, règnent respectivement sur leurs univers. Bruce sur la scène martiale et cinématographique, Bolo sur celle du bodybuilding et des seconds rôles puissants. Mais avant de devenir compagnons d'écran et frères d'armes, ils sont avant tout deux âmes en quête, l'un de reconnaissance globale, l'autre d'un accomplissement personnel et d'une stabilité nouvelle. La première rencontre entre Bruce Lee et Bolo Yeung a lieu dans un contexte inattendu, sur un plateau publicitaire, alors qu'une marque de cigarettes souhaite profiter de la vague des films d'arts martiaux pour attirer un public jeune. Bruce, déjà célèbre dans toute l'Asie, est venu pour honorer un contrat. Bolo, nouveau venu dans le milieu du divertissement, est invité pour imposer sa prestance. Dès les premiers instants, l'alchimie est palpable. Les deux hommes échangent un sourire, puis des poignées de main fermes, comme pour mieux jauger l'énergie et la sincérité de l'autre. Malgré des parcours différents, tous deux partagent la mémoire d'expériences difficiles, l'exil, la marginalité, la nécessité de s'imposer dans un environnement hostile. Bruce, qui s'exprime dans 3 langues, mandarin, cantonais, anglais, admire aussitôt la discipline de ce colosse au regard doux, loin des clichés et de la violence gratuite. Bolo, de son côté, est fasciné par la vivacité d'esprit, la rapidité et le charisme naturel du « petit dragon ». En coulisses, la conversation s'anime rapidement autour des méthodes de musculation, des techniques d'accélération du geste, de l'importance de l'alimentation, du sommeil, voire de la méditation dans le parcours du combattant. Cette première rencontre s'achève sur la promesse de se retrouver. Quelques mois plus tard, Bruce, désormais impliqué dans la création et la mise en scène du prochain chef-d'œuvre d'arts martiaux, Enter the Dragon, Opération Dragon, repense à Bolo. Ce qu'il cherche, une force tranquille, un adversaire à la hauteur de la légende, dont la présence physique ne sera jamais caricaturale ni réduite à la brutalité stérile. Bruce approche donc Bolo, avec la bienveillance du maître qui reconnaît un véritable père, « Tu as quelque chose d'unique. Je veux que tu sois à mes côtés dans ce film. Tu ne seras pas simplement un antagoniste, tu seras la force sans laquelle l'histoire n'existerait pas. » Bolo accepte, d'autant plus vivement que, jusqu'alors, même les films à succès de Hong Kong peinaient à offrir de véritables scènes d'opposition entre stars de même calibre, la plupart des « méchants » servaient de faire-valoir, d'obstacles vite balayés. Bruce, lui, perçoit au contraire la nécessité de respecter chaque adversaire, d'offrir à chacun une véritable importance narrative et symbolique. L'accord scellé, la collaboration entre les deux hommes va bientôt donner naissance à l'un des duels les plus marquants du cinéma mondial. Les répétitions commencent dans la fièvre. Bruce impose une méthode unique,
mêlant échauffement en commun, atelier d'échange sur les scénarios et improvisation maîtrisée. Il explique les motivations psychologiques de chaque personnage, insiste sur la crédibilité gestuelle, sur l'importance de la précision dans le rythme du combat. Pour Bolo, chaque journée sur le plateau est un apprentissage sans fin. Non seulement il peaufine ses techniques martiales, mais il découvre l'art subtil de la mise en scène, du jeu de regard, du placement de caméra. Sur les pauses, Bruce et Bolo échangent anecdotes, souvenirs, recettes de récupération musculaire, blagues, parfois, confidences plus intimes sur la solitude et le poids du succès. Au fil du temps, une amitié solide s'installe. Loin des projecteurs, les deux hommes s'entraînent ensemble, s'essaient à divers arts martiaux, testent les limites de leur physique grâce à des exercices à la fois ludiques et exigeants. Le respect mutuel s'accroît au fil des jours, transcendé par le goût partagé de la discipline, de l'effort, et la volonté de donner le meilleur d'eux-mêmes pour le public. Ce lien, plus fort que les aléas du monde du spectacle, sera l'une des armes secrètes du succès du film. Bruce fait confiance à Bolo pour offrir à l'écran une opposition crédible, respectueuse, presque fraternelle. Il sait qu'en se mesurant à un titan, son personnage n'en deviendra que plus humain. Bolo, aiguillonné par cette confiance, redoublera d'efforts pour transcender sa simple apparence physique et incarner, dans la complexité, la force et la puissance. Cette complicité, née dans la sueur et l'humilité, traverse tout le tournage et gagnera des millions de spectateurs lors de la sortie du film. L'entraînement commun, l'échange humain et l'émulation fraternelle deviennent, pour les deux hommes, des moteurs de progression, et pour l'histoire du cinéma, un moment fondateur. La collaboration et le tournage de Enter the Dragon, deux géants, un chef-d'œuvre. Lorsque le projet Enter the Dragon prend forme à Hong Kong, c'est bien plus qu'un simple film de kung-fu, c'est un pari fou, un pont artistique entre l'Orient et l'Occident, entre la culture populaire asiatique et l'industrie hollywoodienne. Le projet attire dès le départ l'attention mondiale, car il promet de réunir pour la première fois l'énergie explosive de Bruce Lee, déjà superstar en Asie, et la prestance inédite de Bolo Yeung, athlète au charisme brut qui commence à intriguer producteurs et réalisateurs. Le plateau, sous l'égide du réalisateur Robert Clouse, se transforme rapidement en véritable arène. Les journées sont longues, l'atmosphère électrique, mais c'est surtout l'exigence de Bruce Lee pour l'authenticité du combat et la mise en valeur de chaque geste qui marque tous les membres de l'équipe. Bruce Lee, star et chorégraphe attitré, n'hésite pas à renouveler entièrement les enchaînements de combat, à ajouter de la profondeur psychologique à chaque affrontement, à valoriser chaque adversaire pour que le duel ait du sens, même pour ceux qui auraient pu être de simples figurants. Bolo Yeung arrive humblement sur le plateau. Il sait que Bruce Lee veut casser les codes, il ne s'agit pas de faire de son personnage une brute sans cervelle, mais une présence vivante et crédible, un obstacle à la fois intimidant et respecté, dont la gestuelle parle autant que les mots. Bolo doit incarner Bolo, bras droit du grand méchant Han, mais aussi être plus qu'un simple antagoniste. À travers son immobilité calculée, ses regards appuyés, il cultive l'intensité silencieuse, la force tranquille qui fait trembler sans crier. Les répétitions avec Bruce sont de véritables duels. Chaque mouvement est répété, disséqué, perfectionné. La tension et le respect se construisent sur et hors du plateau. Chaque pause est l'occasion d'anecdotes, d'échanges techniques, de conseils sur le régime alimentaire, la gestion du stress, la récupération physique. Bruce Lee partage sa vision, transcender les rôles, effacer la barrière entre héros et méchants pour offrir au public une expérience émotionnelle authentique. Il pousse Bolo à raconter ses propres blessures, ses propres victoires, puis les intègre, subrepticement, dans l'intention des scènes. Le spectateur, même sans s'en apercevoir, capte cette profondeur qui fait la marque des plus grands. Le tournage de Enter the Dragon est aussi un défi physique permanent. Les conditions climatiques à Hong Kong sont éprouvantes, la chaleur peut être moite, les équipements de tournage lourds et parfois improvisés. Bruce Lee, perfectionniste jusqu'à l'obsession, n'hésite pas à multiplier les prises, à reprendre certaines séquences de combat des dizaines de fois pour capter le moindre éclat de spontanéité ou d'énergie à l'écran. La fatigue s'installe, mais l'esprit collectif et le respect mutuel permettent à chacun de se dépasser. Bolo, devenu un pilier discret au sein de l'équipe, impressionne par sa capacité à surmonter l'effort, à soutenir les autres dans les moments de difficulté. La scène la plus emblématique reste la confrontation finale dans le palais de Han. Là, sous les yeux d'un public international, la puissance de Bolo et la rapidité de Bruce Lee s'affrontent dans une chorégraphie inédite, où la brutalité n'est jamais gratuite, mais toujours mise au service d'une esthétique, d'une tension, d'un récit. Le combat devient danse, méditation sur la force et la vulnérabilité humaine.
Bruce Lee, dans ses écrits, expliquera plus tard combien il était crucial de respecter son adversaire pour donner de la valeur à la victoire. Sans un vrai défi, le héros ne peut jamais grandir. Bolo m'a aidé à grandir, à me dépasser sur le plateau comme dans la vie. Mais ce qui distingue Enter the Dragon des autres productions, c'est sa dimension pionnière. Pour la première fois, un film d'arts martiaux asiatiques devient un blockbuster mondial, franchissant toutes les frontières culturelles. Le succès est sans appel. Plus de 400 millions de dollars de recettes pour un budget dérisoire, des critiques élogieuses, une génération marquée à jamais par la virtuosité des combats, l'esthétique des plans et la spiritualité qui imprègne chaque séquence. Dans les coulisses, Bolo et Bruce deviennent des amis rares, se soutenant au fil des soucis personnels et professionnels. Bolo, peu à l'aise avec la célébrité, trouve en Bruce un frère capable de le rassurer, de le pousser à oser plus, à révéler la part artiste qui sommeille en lui. Bruce Lee sait qu'il a trouvé en Bolo non seulement un partenaire redoutable à l'écran, mais aussi un homme d'honneur, dont la fidélité et la résilience sont à la hauteur de sa force physique. Le tournage s'achève dans une atmosphère de triomphe, mais aussi avec le sentiment d'avoir accompli quelque chose de plus grand que la somme des ambitions individuelles. Enter the Dragon sera non seulement un sommet référentiel pour les amateurs de kung-fu, mais aussi un manifeste du respect mutuel, de la collaboration fertile entre personnes provenant d'horizons radicalement différents. À l'écran comme dans la vie, Bruce Lee et Bolo Yeung auront offert au monde bien plus qu'un simple film. Chacun, par sa présence et son authenticité, aura fait grandir l'autre et marqué à jamais l'histoire du cinéma. L'après Bruce Lee, le parcours de Bolo, héritage et révélation. L'incroyable réussite de Enter the Dragon hisse Bruce Lee et Bolo Yeung au rang de figure mondiale. Pourtant, alors que le monde célèbre ce succès fulgurant, le destin vient briser la trajectoire du Petit Dragon. En juillet 1973, quelques semaines seulement avant la sortie internationale du film, Bruce Lee décède dans des circonstances entourées de mystères et de spéculations. Son décès provoque une onde de choc planétaire. Pour de nombreux fans et pour la famille des arts martiaux, c'est la perte d'une étoile, la disparition prématurée d'un maître dont l'influence dépasse largement le cadre du combat. Pour Bolo Yeung, ce drame prend une signification toute particulière, il n'y aura jamais un autre Bruce Lee, confiera-t-il des années plus tard, la voix teintée d'émotion. J'ai eu le privilège de l'appeler mon ami. La disparition de Bruce laisse Bolo orphelin d'un frère d'âme, d'un mentor, d'un partenaire avec lequel il avait tissé une complicité rare. Face au succès, face à l'incompréhension ou à la douleur, Bolo choisit d'adopter la discrétion. Peu prolixe dans la presse, il se réfugie dans l'entraînement, dans la fidélité à ses principes. Mais l'influence de Bruce ne disparaît pas pour autant, au contraire, elle le pousse à persévérer, à faire vivre l'esprit martial à sa manière, sur et hors écran. Porté par la notoriété mondiale des Opérations Dragon, Bolo Yeung se voit offrir une multitude d'opportunités dans le cinéma. Il devient la figure incontournable du méchant culte opposant charismatique et physique dans une série de films qui feront sa légende. Mais jamais il n'acceptera de n'être qu'une montagne de muscles. Dans chacun de ses rôles, il s'efforce d'apporter une part de nuance, d'intensité, de respect envers le public comme envers ses partenaires. En 1988, Bolo trouve un second souffle international. Il rejoint le casting de Bloodsport, chef-d'œuvre d'arts martiaux où il affronte Jean-Claude Van Damme. Si le film consacrera Van Damme au rang de star, il imposera surtout Chong Li, le personnage incarné par Bolo, comme l'archétype même de l'adversaire redoutable, alliant puissance, froideur, mais aussi style et intensité dramatique. Ici encore, Bolo impressionne par sa transformation. Coach sportif vigilant, professionnel humble sur les plateaux, il s'impose par la discipline et la générosité, loin des postures d'ego. Van Damme, impressionné, dira plus tard, « Sans Bolo face à moi, jamais je n'aurais pu aller si loin dans l'expression de mon rôle. » Ce succès marque le début d'une nouvelle ère pour Bolo, qui devient la vedette d'autres projets comme Double Impact ou Shoot Fighter, explore la production et la chorégraphie, forme dans l'ombre une génération de jeunes acteurs et de praticiens du kung-fu. Pourtant, malgré cette longévité, il reste fidèle à une forme d'humilité. Peu m'importe la gloire ou la fortune. Ce qui compte, c'est la loyauté, la discipline, le respect envers ceux qui nous ont ouvert la voie. Au fil des décennies, la silhouette de Bolo Yeung demeure indissociable de l'histoire du cinéma martial, emblème de la force brute, mais aussi incarnation d'un certain idéal chevaleresque. Il représente pour beaucoup l'image du guerrier accompli, de celui qui, jusqu'à la fin, place l'éthique avant l'orgueil. C'est sans surprise qu'il est sollicité régulièrement lors de festivals ou de documentaires pour partager souvenirs, conseils et secrets de longévité,
mais aussi pour évoquer l'amitié unique qu'il a partagée avec Bruce Lee. En 2022, après de longues années de silence médiatique, Bolo accepte enfin de livrer sa vérité lors d'une interview exceptionnelle. L'émotion est palpable, la pudeur évidente. Il retrace les heures passées sur les plateaux avec Bruce, évoque leur complicité, partage des anecdotes insoupçonnées. Bruce, sur le plateau, était un perfectionniste mais savait aussi rire, détendre ses partenaires, soutenir ceux qui doutaient. Sa rapidité dépassait tout ce que j'avais pu voir. Il pouvait délivrer 8 coups de poing en une seconde, frapper sans prévenir, mais il respectait son adversaire, n'oubliait jamais l'humain. L'interview fait sensation. Pour la première fois, Bolo évoque des échanges sur la solitude de la célébrité, la difficulté de vivre avec l'aura d'un héros, mais aussi la beauté de l'apprentissage partagé. Il révèle que certaines nuits, Bruce Lee se confiait à lui sur ses doutes, ses peurs de ne pas être compris, son envie de transmettre quelque chose de plus grand que la technique. Pour Bruce, le cinéma n'était pas qu'une affaire de baston. C'était transmettre un message, une façon d'être, d'inspirer les enfants à dépasser la violence intérieure, à croire en eux. Au fil de ses confidences, Bolo rend hommage à l'honnêteté, à la générosité et à la curiosité inlassable de celui qu'il ne cessera d'appeler « mon frère de vie ». Il insiste sur la nécessité de dépasser, aujourd'hui encore, le culte de l'image ou de la compétition pour revenir à une éthique du progrès partagé, de l'exigence sans concession, mais aussi du soutien, de l'ouverture d'esprit. Ce témoignage, recueilli longtemps après les faits, n'efface pas la douleur du deuil ni le mystère qui continue d'entourer la disparition de Bruce Lee. Mais il éclaire sous un jour nouveau l'esprit de fraternité, d'admiration mutuelle et de respect qui unit, au-delà de la mort, deux des plus grandes figures de l'histoire des arts martiaux. Pour toute une génération et pour celles à venir, il rappelle que, parfois, la magie du cinéma n'est que l'écrin d'une réalité humaine d'autant plus précieuse qu'elle est rare, celle de l'amitié authentique, du mentorat fraternel, de la transmission sans rivalité. À la fin, Bolo pose un point final à sa confession, beaucoup ont essayé d'imiter Bruce, d'égaler sa vitesse, sa force, son charisme. Aucun n'a réussi, car il ne s'agissait pas seulement de gestes ou de muscles, mais d'une âme. C'est cela qu'il nous faut cultiver, dans la vie comme à l'écran. Bruce Lee et Bolo Yeung ne sont pas seulement des légendes des arts martiaux, ils sont des symboles de résilience, de passion et de créativité. Leur amitié, née sur un plateau de tournage, a donné naissance à des moments cinématographiques inoubliables, comme les scènes épiques d'Opération Dragon. Les révélations de Bolo sur Bruce nous rappellent que derrière chaque icône se cache une histoire humaine, faite de défis, de rêves et de liens profonds. Leur parcours, de Hong Kong à Hollywood, montre ce qu'il est possible d'accomplir avec de la détermination et du talent. Alors, que pensez-vous de leur amitié? Qui gagnerait dans un combat entre Bruce et Bolo? Partagez vos réflexions dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, laissez un pouce bleu, abonnez-vous, et activez la cloche pour plus de contenu sur les légendes du cinéma. Merci de nous avoir rejoints, et à bientôt pour une nouvelle aventure.